Je vous propose de commencer cette journée, cette rencontre. Donc c'est un plaisir pour moi de vous accueillir au nom du maire de Dijon, président du Grand Dijon, François Rebsamen, qui ne peut pas être présent aujourd'hui. Donc Madame la chef de la task force de l'année européenne du patrimoine à la Commission européenne, Monsieur le coordinateur national de l'année européenne du patrimoine au ministère de la Culture, Madame la présidente d'ICOM France, Monsieur le président d'ICOMOS France, Monsieur le président de Nemo, Mesdames, Messieurs, mes collègues élus, Christine Martin, adjointe à la culture, et j'aperçois aussi Jean-Patrick Masson, adjoint au patrimoine, et Sladana Ziskovic, adjointe aux relations internationales. Je ne sais pas si j'en ai oublié. Mesdames, Messieurs, donc, comme je vous l'ai dit, au nom de Monsieur le maire de Dijon et président de Dijon Métropole, François Rebsamen, eh bien, c'est un grand plaisir pour moi que j'ouvre cette rencontre. Donc, c'est vrai qu'à Dijon, eh bien, nous sommes heureux d'accueillir au cœur de l'art et de l'histoire européenne, dans cette magnifique salle des États du Palais des Ducs de Bourgogne, qui est emblématique de notre cité, eh bien, cette journée d'échange professionnel entre trois associations prestigieuses, réputées sur un plan international, engagées dans la défense et la transmission des patrimoines. Alors, je crois savoir que c'est la première fois que se réunissent à Dijon l'ICOM, l'ICOMOS et Nemo. J'en suis ravie. Et donc, je tiens à souligner cette démarche exceptionnelle et unique qui fédère les professionnels du patrimoine sur un plan international, à la fois les défenseurs des musées et des monuments historiques, mais ceux aussi du patrimoine culturel immatériel. Alors cette journée vient nous rappeler que la cause du patrimoine dépasse les frontières et qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'année européenne du patrimoine lancée par Catherine Lalumière, présidente de la Maison de l'Europe à Paris, et nous aurons plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Alors en fonction des trains, elle arrivera vers midi et demi, mais ma collègue Christine Martin l'accueillera, et au nom du maire de Dijon, eh bien, vous la remercierez vivement de son soutien. Alors notre patrimoine, c'est la mémoire, c'est l'âme de nos villes et de nos régions. Étroitement lié à la diversité de nos paysages, il porte la singularité de chacun de nos territoires. Alors que notre société semble parfois en perte de repères, sa place est plus importante que jamais. Et préserver notre patrimoine, c'est affirmer ce qu'il y a d'unique dans notre histoire, c'est assumer la spécificité de notre identité. Alors nous pourrons d'autant mieux le faire que nous connaîtrons notre histoire, nos origines et que nous en serons fiers. Et nous le voyons aussi ici à Dijon, puisque le patrimoine est l'une des clés du dynamisme de notre grande région. La politique de revalorisation de notre patrimoine architectural a vu ses efforts couronnés ici par l'octroi en 2008 du label Ville d'art et d'histoire et par son inscription en juillet 2015 au patrimoine mondial de l'humanité au titre des climats du vignoble de Bourgogne. Alors c'est sûr que c'est un gage de qualité et de reconnaissance pour notre territoire. Et nous en attendons beaucoup de retombées touristiques positives, bien sûr, puisque valoriser son patrimoine, ce n'est pas être tourné vers le passé, ce n'est pas faire de Dijon un grand musée, c'est au contraire mettre toutes les chances de notre côté en valorisant nos atouts et nos savoir-faire. Alors je voudrais évidemment souligner au nom du maire de Dijon le rôle historique et essentiel des associations et sociétés savantes, puisque depuis le XVIIIe siècle, de nombreux amateurs éclairés soutiennent nos trésors patrimoniaux. Certaines ont joué un rôle indéniable dans la création de nos musées. Elles s'impliquent dans la conservation et le partage de nos patrimoines. Elles favorisent la recherche et la connaissance de notre cité grâce à leurs précieuses publications, et j'en vois beaucoup présentes ici aujourd'hui. Alors, par exemple, l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, qui est l'une des plus anciennes sociétés savantes françaises, puisqu'elle a été fondée en 1725 et elle a acquis une grande renommée en couronnant Jean-Jacques Rousseau en 1750, à l'aube de sa carrière de philosophe.
Je voudrais rappeler évidemment également le rôle de la Société des Amis des Musées de Dijon et de sa présidente, qui depuis 1924 contribue à l'enrichissement des collections des différents musées de notre ville, mais apporte par ailleurs un soutien moral incontestable à tous ceux qui œuvrent pour le rayonnement culturel de Dijon. Je voudrais aussi saluer l'association Dijon Histoire et Patrimoine, qui existe depuis 1972, dont l'objectif est de préserver le patrimoine dijonnais, mais aussi son attractivité. Celui également de l'Institut pour une meilleure connaissance de l'histoire urbaine et des villes, ICOVIL, qui interroge notre mémoire urbaine. Et je voudrais enfin mentionner l'association des climats du vignoble de Bourgogne, dont l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO s'est faite avec le soutien de tous. C'est vrai que ça a été un projet vraiment partagé avec les acteurs de terrain, les habitants, les associations, les parrains, entreprises, collectivités territoriales, chambres consulaires, monde viticole bien sûr et heureusement. Toutes et tous ambassadeurs d'un beau projet fédérateur. Alors, je ne vais pas pouvoir citer toutes les associations, tant elles sont nombreuses à Dijon, mais je remercie vivement leurs présidents et leurs représentants d'être aujourd'hui parmi nous. Soulignons enfin le rôle participatif des mécènes qui accompagnent nos investissements culturels avec le musée des Beaux-Arts, notamment à l'image du groupe Suez. Alors, je ne sais pas s'il y a un de ses représentants ce matin. Puisque parrainage et mécénat culturel sont des ponts jetés entre acteurs culturels et entreprises, et ils sont au sens le plus élevé de partenariat, et avec tout ce que signifie en termes de solidarité, de réciprocité et d'échange. Alors maintenant, je tiens à évoquer très brièvement deux grands projets qui fondent notre actualité. Je crois que vous allez aussi en parler lors de cette journée. Alors tout d'abord, la rénovation du musée des Beaux-Arts, et puis ensuite la Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui fédère naturellement l'ICOM et l'ICOMOS et illustre la démarche de cette journée. Alors pour le musée des Beaux-Arts, il est sans nul doute l'un des plus beaux musées de France. Alors on n'est pas chauvin, c'est une réalité. Il est avec le Louvre le seul grand musée français d'art logé dans un ensemble architectural classé, celui du Palais des Ducs de Bourgogne. Et c'est vrai qu'après 2 tranches de travaux, le musée rouvrira enfin, mais finalement ça a été assez vite, entièrement au printemps 2019 et plus exactement le 17 mai 2019 à la veille de la nuit des musées 2019, puisque la nuit européenne des musées de 2018, donc le week-end dernier, a été l'occasion avec Christine Martin eh bien, de lancer le compte à rebours de son inauguration. Donc vous pouvez, je pense, vous avez fait des visites, je crois, hier pour certains, voir ce compte à rebours avec toutes les secondes qui défilent et ça en fait beaucoup. Et dans un an, donc, nous fêterons notre musée rénové et vous serez bien évidemment les bienvenus et vous serez invités, donc je vous le dis dès à présent, et nous vous espérons nombreux à venir célébrer cet événement majeur. Et puis, concernant la Cité internationale de la gastronomie et du vin, c'est donc en juin 2013 que Dijon a été retenu pour composer avec Rungis, Lyon et Tours, au terme d'un appel à projet national, le réseau des 4 sites français destinés à promouvoir le repas gastronomique des Français qui correspond parfaitement à notre identité. Et donc, la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, qui contribuera à réhabiliter l'ancien hôpital général de la ville, qui date de l'époque ducale et dont la chapelle accueillera le centre d'interprétation des climats des vins de Bourgogne. Eh bien, cette cité aura pour rôle de promouvoir ce repas gastronomique des Français et notre capitale au sein d'une région viticole mondialement connue. Et à cette occasion, il y aura un parcours thématisé dont le point de départ sera situé au sein de la cité, qui permettra également de découvrir notre centre-ville, qui a été également inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et renforcera indéniablement l'attractivité des lieux patrimoniaux, avec par exemple l'installation de vignes devant les musées. Assurément, à Dijon, le patrimoine est un organisme vivant qui nous ouvre naturellement les portes du futur. Alors je tiens, pour conclure, à remercier tous les acteurs, tous les intervenants et les équipes de cette journée, notamment la direction des musées et du patrimoine de Dijon, à travers la personne de David Liot, qui a défendu ce projet auprès du conseil d'administration d'ICOM France. Un grand merci aux intervenants français et étrangers, à tous les professionnels et amateurs présents. Alors j'espère que, vu le contexte avec la grève, certains
pourront quand même venir jusqu'ici, puisque je sais que certains sont venus de loin, de Roumanie ou de Grèce, et je crois qu'il y a en ce moment une traduction simultanée pour eux. Cela nous touche beaucoup. Merci à la présidente d'ICOM France et au président d'ICOMOS Enemo de nous avoir proposé cette journée qui sera, je n'en doute pas, fructueuse. Et merci enfin aux représentants du ministère de la Culture et de la Commission européenne. Et donc je souhaite à toutes et à tous une journée riche d'échanges, d'idées et d'expériences. Belle rencontre et bon séjour à Dijon. Madame l'adjointe au maire, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes d'ICOMOS France, ICOM, Enemo, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui parmi vous. C'est un grand honneur et un grand plaisir d'inaugurer cette conférence sur les relations particulières que les musées entretiennent avec leur public. Un grand plaisir parce que généralement, je me déplace dans toute l'Europe, à Prague, à Lisbonne, en Roumanie pour parler de l'année européenne et pour une fois, c'est dans mon pays natal que je m'exprime. C'est malheureusement trop rare. Et puis c'est un grand plaisir évidemment parce qu'à Dijon, nous sommes en terre de patrimoine et c'est un bonheur d'être dans ces salles superbes ou de se promener dans les rues de la ville et de découvrir, comme nous l'avons fait hier, les hôtels particuliers qui font sa richesse. 2018 est donc l'année européenne du patrimoine culturel. Pourquoi cette année? Quelle est-elle et que se passe-t-il? Eh bien, ce sont 12 mois de mobilisation, tous azimuts, et de sensibilisation des grands publics au patrimoine. Parmi les 28 pays qui font l'Union européenne, mais aussi quelques pays voisins, comme la Suisse, la Norvège, l'Islande, ou les pays des Balkans occidentaux, la Serbie, l'Albanie, la Bosnie, qui se joignent avec beaucoup d'enthousiasme à cette entreprise. Pendant cette année européenne, nous comprenons le patrimoine dans son acception la plus large, à savoir le patrimoine tangible, intangible, numérique également, mais aussi naturel. Ce sont donc nos savoir-faire, nos traditions qui sont à l'honneur, tout autant que nos paysages, nos hôtels particuliers, comme je le disais, nos cathédrales et les trésors de nos musées. Pourquoi cette année européenne? Eh bien, parce que le patrimoine est une richesse et une ressource pour l'Europe, et que ce n'est pas toujours su ou compris comme tel, particulièrement parmi les jeunes générations. Le patrimoine est une matière vivante, un trésor, et nous souhaiterions que tous, et particulièrement les jeunes générations, comme je le disais, se l'approprient. Le patrimoine est une ressource pour la cohésion sociale de l'Europe. C'est aussi une ressource pour son économie. Madame l'adjointe au maire nous a donné quelques exemples de l'importance du patrimoine pour Dijon. En Europe, le patrimoine représente 300 000 emplois directs, mais si on y ajoute les emplois indirects, via le tourisme, la restauration, la sécurité, l'interprétation, il faut multiplier ce chiffre par 26. Et on arrive à 8 millions d'emplois en Europe. Et c'est loin d'être négligeable. Enfin, le patrimoine est une ressource pour la place de l'Europe dans le monde. Ça, c'est tout à fait clair. Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas le fait que le patrimoine soit une ressource pour tous ces aspects. Pour l'Europe, ce n'est pas la seule raison pour laquelle cette année existe. Le but de cette année, c'est aussi de souligner que le projet européen n'est pas seulement un projet économique, c'est aussi un projet politique et un projet culturel. Parce que le patrimoine, c'est notre identité, ce sont nos valeurs, comme l'avait si bien rappelé Madame Lalumière lorsqu'elle avait lancé l'année européenne en France en mars dernier. Avec qui travaillons-nous ? Nous travaillons avec le plus grand nombre, avec le fameux grand public, avec les jeunes, les écoliers, mais aussi les professionnels du patrimoine, vous donc. La dimension participative, qui est un thème important de la conférence aujourd'hui, est au cœur de l'approche de l'année européenne, de ses mécanismes et de sa philosophie. Pour vous donner quelques exemples, pour gérer cette année européenne, nous sommes accompagnés d'un comité de parties prenantes, au sein duquel siègent Nemo, ICOMOS et ACOM. Parmi d'autres, il y en a 35 au total, l'UNESCO, le Conseil de l'Europe aussi. Ces associations sont donc pleinement associées à la mise en œuvre de l'année et nous aident à la faire rayonner aussi dans toutes leurs activités avec tous leurs membres. La dimension participative est aussi l'objet de différents projets que nous finançons, particulièrement avec le Conseil de l'Europe, pour promouvoir la Convention de Faro, qui met le public au cœur du patrimoine,
mais aussi pour tester de nouvelles méthodologies. On a deux expériences en cours, l'une à Lisbonne, l'autre à Rijeka en Croatie, qui testent des méthodes participatives de gestion du patrimoine avec la population. Où en sommes-nous de la mise en œuvre de cette année européenne? Eh bien, elle bat son plein. On a plus de 100 événements au niveau européen. Dans les différents pays, on en compte 2300 à ce jour, qui ont rassemblé un total d'1 million de personnes. Et si on projette ces chiffres jusqu'à la fin de l'année, on peut espérer avoir 8000 événements au total. Pendant l'année européenne, on labellise aussi des projets. Vous pouvez, si vous le souhaitez, obtenir le label de l'année européenne. Il est donné par le coordinateur national de l'année européenne et les DRAC, donc le coordinateur national qui est M. Favel, et puis en France, et puis les DRAC. Et donc, à ce jour, on a octroyé pour des projets rassemblant plusieurs pays 300 labels, et puis pour des projets nationaux, 2700 labels dans toute l'Union européenne. Certains pays ont lancé des initiatives qui sont sympathiques, que j'aimerais brièvement vous citer. Le Luxembourg, la Hongrie et le Portugal ont émis des timbres à l'effigie de l'année européenne. Et moi qui, quand j'avais 15 ans, j'envoyais des lettres, je sais que maintenant ça se fait plus beaucoup, mais ça me touche beaucoup. Et ça reste un beau symbole de l'engagement de certains pays pour cette année européenne. En Espagne, la loterie a décidé de s'associer à cette année européenne et le 9 mai, qui est le jour où on célèbre l'Europe en quelque sorte, a fait un tirage de 4 millions de billets qui portent le logo de l'année européenne, donc donnant à cette initiative une très grande visibilité. En France, il y a aussi de nombreuses initiatives intéressantes et j'aimerais juste en citer une en liaison avec le thème de la conférence aujourd'hui, qui est celle de la classe l'œuvre, où des classes sont invitées dans des musées et où les élèves se transforment en médiateurs pour leurs parents, pour leurs amis, plus tard, une fois qu'ils se sont imprégnés des œuvres. Et ça, je crois que c'est un projet magnifique. Voilà donc ce qui se passe pour cette année européenne, qui n'est pas une série seulement d'événements, qui n'est pas seulement une série de labellisations, mais qui est aussi un investissement dans des projets au long terme. Nous allons ce vendredi annoncer la sélection de 29 projets que nous finançons spécifiquement pour cette année européenne, qui toujours rassemble plusieurs pays, un minimum de 3. Il y a plusieurs projets français, mais je ne peux pas encore les dévoiler, ou plutôt projets menés par des partenaires français. Et puis nous finançons aussi 10 grandes initiatives européennes qui nous permettent de travailler au long cours, soit avec les écoles, en faisant des jumelages virtuels, électroniques. Donc on ne peut pas malheureusement financer les déplacements de tous les écoliers d'Europe pour qu'ils découvrent leur patrimoine mutuel, mais nous le faisons par l'intermédiaire de travail en classe via l'ordinateur, et ça marche très bien. C'est donc le fameux e-twinning, jumelage virtuel. Nous travaillons avec les jeunes pour les inciter à créer des vidéos sur les plateformes de médias sociaux se basant inspirés du patrimoine. Et puis avec les professionnels du patrimoine, comme ICOMOS, nous avons entamé un travail sur les standards de qualité pour la reconstruction du patrimoine en Europe. Travail qui devrait aboutir dans sa première étape à la fin de cette année. Nous travaillons aussi sur le tourisme soutenable, sur la réutilisation des bâtiments religieux, industriels ou militaires, où vous avez parlé de l'hôpital transformé en cité de la gastronomie. Il y a beaucoup de bonnes pratiques en Europe à ce titre qu'il est utile de partager. Et puis aussi, nous travaillons, comme je vous l'ai dit, sur la dimension participative du patrimoine. Et c'est sur ce thème que je souhaite finir cette intervention, puisque c'est le thème de la conférence d'aujourd'hui. Et donc, je voudrais à mon tour vous inviter à participer pleinement à cette année européenne. Nous avons des brochures, nous avons des films, nous avons des projets, nous finançons des tas de choses. Et j'espère que je vous aurai donné le goût de participer à ce projet qui n'est qu'un début pour l'investissement de l'Europe dans le patrimoine. Et pour paraphraser le titre de la conférence, j'espère avoir aujourd'hui un petit peu suscité votre engouement pour l'année européenne. Je vous remercie.
rapidement vous dire deux mots. Merci Nathalie Cohen-Derst de nous accueillir ici et de cette belle introduction que vous avez faite en disant le plaisir que vous avez à accueillir notre manifestation aujourd'hui dans votre ville. Chérir le patrimoine, comment résister à une telle invitation. Catherine Magnan nous a fait une présentation de l'année européenne du patrimoine culturel qui nous a invités à débattre de ce que nous chérissons ensemble et nous a apporté son soutien pour le faire et a entendu notre interrogation: comment valoriser l'engouement des patrimoines, des publics pour le patrimoine. Cela fait longtemps, il faut le dire, qu'avec nos amis de Nemo, le réseau européen des musées dont nous sommes partenaires, et nos amis d'ICOMOS, le réseau des sites et monuments, ça faisait longtemps que nous avions envie de faire quelque chose ensemble. Et ce n'est pas la première fois qu'on vient ensemble à Dijon, c'est la première fois qu'on vient ensemble tout court. Et donc je pense que c'est vraiment le démarrage d'une coopération sur les enjeux du patrimoine qui est importante pour nous. Comment valoriser l'engouement des publics pour le patrimoine? C'est une vraie question. Parce que au-delà de l'évidente sympathie qu'inspirent les citoyens qui mettent la main à la pâte pour restaurer leur pierre chérie ou la main au portefeuille en adoptant une œuvre ou en finançant une œuvre, il y a en amont des professionnels, et nous sommes là pour les représenter, qui sont soucieux de leurs responsabilités scientifiques et légales. C'est de cela que nous allons parler tout au long de la journée. Comment articuler l'enthousiasme des publics avec la rigueur qu'impose toute intervention sur les objets patrimoniaux. Alors, on le sait, certains publics détiennent une connaissance parfois intime des patrimoines situés dans leur environnement et des savoir-faire tout à fait concrets et parfois rares. Comment les mettre en valeur et les coordonner? C'est cela qu'au cours de la journée, nous allons essayer concrètement vraiment d'aborder. Comment valider? Peut-on valider ces savoir-faire? Quelles compétences faut-il posséder avant toute intervention sur le patrimoine? Les professionnels des musées et des monuments sont-ils formés pour assurer l'encadrement des publics participatifs? Cela doit-il modifier leur manière de travailler? Jusqu'à quel point? Comment mobiliser les publics autour d'initiatives parfois privées, etc. Voilà toutes ces questions que nous allons aborder tout au long de cette très dense journée avec des interventions vraiment nombreuses. Je ne veux pas empiéter sur le temps de travail qui nous attend. Et je voudrais aussi dire que Dijon, pour ce débat, est un symbole fort. C'est une ville d'histoire, d'art et de patrimoine matériel mais aussi immatériel, avec sa gastronomie élevée au rang de chef-d'œuvre. C'est aussi une ville à taille humaine, avec une vraie culture de la culture. Et je tiens à remercier ces élus et ces responsables de nous accueillir ici, solennellement, dans cette belle salle, magnifique salle, mais aussi très chaleureusement, je tiens à le dire. Merci à François Rebsamen, qui n'est pas parmi nous, mais à qui nous adressons maintenant un amical salut. Merci à Christine Martin, qui a été notre correspondante tout au long du montage de ce projet. Merci à David Liot, naturellement, le directeur des musées de la ville de Dijon, et à son assistante Christine Simon. Je veux aussi remercier à Dijon le directeur du protocole, Philippe Mac. Je ne sais pas s'il est parmi nous, mais vous l'avez sûrement vu ce matin. C'est grâce à lui qu'on est accueillis si joliment dans ces lieux. Merci au service des affaires générales de la ville de Lyon, en particulier Guillemette Zudas. Merci à la direction de la communication, Guillaume Varino. On ne peut pas remercier tout le monde, mais je crois que c'est important de le faire. Je voudrais dire aussi un mot. Dans nos programmes, nous attachons toujours beaucoup d'importance quand nous sommes dans une ville à ce que nos publics participant au colloque puissent aussi découvrir la ville. On ne vient pas juste s'installer dans une ville et puis on repart. Et donc notre programme de visite d'hier après-midi, certains d'entre vous ont pu en profiter. Pas autant que nous l'aurions souhaité, mais quand même beaucoup de gens ont pu participer à 3 très belles programmations qui ont été organisées. Celle du chantier du musée des Beaux-Arts
de Dijon, et je crois qu'il faut remercier Thomas Charenton et Sylvain Véfond de leur participation à l'organisation de cette visite. La Cité internationale de la gastronomie et du vin que vous avez longuement évoqué tout à l'heure, et notamment Zoé Blumenfeld, Véronique Vacher et Laurent Cessin, qui ont permis que cette visite soit passionnante pour ceux qui y ont participé. Et puis bien sûr le musée Magnien et Sophia Rang, qui est dans la salle que je n'ai pas encore saluée ce matin, la conservatrice du musée, que je remercie bien sûr d'avoir accueilli de façon qui m'a été rapportée comme passionnante la visite de son musée hier. Je veux aussi personnellement remercier mes collègues, ceux de Nemo, Julia, David, Dragos et Sophia. Certains ont affronté 2 belles grèves pour venir, comme vous l'avez dit, de Roumanie et de Grèce jusqu'à nous. Ils ne savaient peut-être pas qu'en réalité les grèves font partie de notre patrimoine social, certes. Bienvenue à vous et profitez bien de ce séjour. Merci Dominique Schneider, la déléguée générale d'ICOMOS, héroïque partenaire de cette aventure. Nous sommes promis que nous allions continuer à coopérer ensemble. Je dois aussi remercier le CIM, Samuel Cordier et Catherine Rupli pour leur appui indispensable à l'organisation de cette journée. Et puis, en tant que présidente d'ICOM France, je salue mes propres collègues. Bien sûr, d'abord Anne-Claude Maurice, entourée de Guillaume et Lisa, sans qui cela tout simplement n'aurait pas été possible. Et en particulier dans le conseil d'administration, Louis-Jean Gachet, qui est parmi nous, Jacques Kuhnmunch, qui ont entouré David Liot de leur précieuse complicité. Bon travail à tous. Merci aux intervenants d'avoir fait le trajet jusque nous et de s'être passionnés comme nous pour cette belle journée. Bonjour à tous. Donc, Juliette vous l'a dit à l'instant, je m'appelle Dominique Schneider, je suis la secrétaire générale d'ICOMOS France et je représente aujourd'hui à ce micro mon président Jean-François Lagneau qui devait être parmi nous et qui malheureusement a eu un empêchement de nature médicale de dernière minute. Donc, je vous prie de bien vouloir l'excuser de son absence. Je voudrais remercier très chaleureusement Juliette Raoul-Duval, que vous venez d'entendre à l'instant, la présidente d'ICOM France, pour son appel à participer à l'organisation de ce colloque. Nous sommes, et je crois que c'est grâce à l'année européenne, on va dire les choses. Merci beaucoup d'avoir lancé cette année européenne du patrimoine culturel, parce que ça permet à des organisations comme les nôtres peut-être de se parler un peu plus. Et donc, ça a été l'opportunité, dans le cadre de cette année européenne, de commencer une politique de rapprochement avec des organisations qui sont, ma foi, bien comparables dans leur esprit et dans leur travail de tous les jours, et qui, jusqu'à présent, travaillaient peut-être de façon plus dispersée et qui, maintenant, se promettent de travailler beaucoup plus ensemble et de réunir leurs forces pour organiser des journées comme celle-ci et peut-être d'autres choses. Alors, ce rapprochement, nous l'accueillons avec grand plaisir. Nous espérons que nous continuerons à monter des actions en commun. Nous avons quelques projets ensemble. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que nous avons beaucoup de points en commun, beaucoup de choses à partager, ne serait-ce que dans notre expérience de travail au quotidien. Et je pense que la mutualisation de nos connaissances, de nos expériences, ne peut être que profitable aux uns et aux autres, surtout, j'ajoute, entre parenthèses, en ces périodes de difficultés budgétaires, autant mutualiser autant que faire se peut nos richesses. Voilà, donc la participation d'ICOMOS France à cette journée s'est faite de très bon cœur, avec beaucoup d'enthousiasme, pas toujours beaucoup de facilité, mais ça, nous n'en avons pas forcément seul la responsabilité, mais les difficultés en ce moment en France ne vous ont pas aidé. Mais en tous les cas, ça s'est fait vraiment de très bon cœur et nous espérons que nous allons continuer sur la même voie. Je ne vais pas vous présenter ICOMOS parce que je pense et j'espère que vous connaissez tous ICOMOS. Mais en fait, je vais quand même vous rappeler que
La création d'ICOMOS remonte à 1965, après la Charte de Venise qui a été adoptée en 1964, et qu'actuellement, c'est une organisation, donc une ONG internationale, qui représente 110 comités internationaux, 10 000 membres de par le monde, 28 comités scientifiques internationaux qui travaillent sur tous les sujets qui concernent la conservation, la protection des monuments et des sites. Toute la doctrine et la philosophie qui sont censées prévaloir et soutenir les actions en matière de conservation sont élaborées au sein des instances de l'ICOMOS. Et c'est à ce titre que l'inscription dans la Convention de 72 du patrimoine mondial comme organisme consultatif auprès de l'UNESCO pour ce qui est de l'inscription au patrimoine mondial s'est faite pour ce qui concerne les monuments. On a demandé à ICOMOS d'être cette organisation consultative. Donc ça nous donne effectivement une visibilité qui est tout à fait intéressante, une responsabilité qui ne l'est pas moins. Et c'est vrai que tout ce qui touche au patrimoine mondial revêt une image particulière, une aura particulière, qui nous aide aussi à faire connaître nos travaux, qui sont des travaux, il n'y a pas que le patrimoine mondial, l'ICOMOS ne travaille pas que là-dessus, il y a des travaux de fond sur maints et maints sujets, et en particulier sur beaucoup de sujets techniques. Alors pour ce qui est d'ICOMOS France, nous avons donc des sections, des comités nationaux dans 110 pays dans le monde. La section française de l'ICOMOS présente la particularité intéressante d'être le plus gros comité mondial. Nous nous enorgueillissons de 1400 membres, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel. Alors qui sont ces membres? Ces membres sont pour la plus grande part des professionnels du patrimoine, architectes, conservateurs, historiens d'art, etc., ou artisans d'art, etc. Aussi des particuliers, nous les accueillons aussi au sein de notre comité, qui sont des gens qui sont des amis du patrimoine, qui sont sensibilisés au patrimoine. Comment nous travaillons? Nous travaillons bien sûr avec ICOMOS International et nous travaillons aussi au plan national au sein de différents groupes de travail qui sont au nombre de 6 et que je vais vous citer, qui sont un groupe de travail sur les sites, les paysages et les espaces patrimoniaux, le second sur les métiers, les savoir-faire et les matériaux qui est plus technique mais qui est fort intéressant, qui intéresse beaucoup les professionnels du patrimoine. Nous avons un groupe de travail sur le patrimoine architectural du XXe siècle, un autre sur le thème du patrimoine et développement durable, un autre groupe de travail sur le patrimoine mondial qui suit donc le dossier patrimoine mondial, et enfin, last but not least, un très délicat groupe de travail que j'ai l'honneur de piloter sur la francophonie, et nous nous efforçons au sein de notre organisation internationale de porter la politique de francophonie de la France, avec parfois un petit peu de difficulté, car l'anglais est quand même toujours assez prégnant, mais nous nous attachons à aider les instances internationales à produire des textes dans au moins 2 langues, 3 si c'est possible, c'est-à-dire le français, l'anglais et l'espagnol, et ceci est une activité qui nous prend beaucoup d'énergie. Alors nous avons donc accepté, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de plaisir de participer à cette réunion d'aujourd'hui, et nous avons pris en charge cet après-midi, donc sur le thème Chérir le patrimoine qui vous a été exposé tout à l'heure, et nous avons pris délibérément un axe qui est très terre-à-terre, ce n'est pas du tout méprisant dans ma bouche, mais pour qu'il y ait une expérience de terrain qui puisse vous être profitable. C'est pourquoi nous avons demandé à la ville de Besançon de venir nous exposer leur manière de faire en matière de patrimoine et de gestion des publics par rapport au patrimoine. Ils ont bien sûr un classement patrimoine mondial avec le réseau Vauban. Nous avons demandé à la ville de Dijon, notre ami Jean-Pierre Gillot qui est là, nous avons un long passé avec la ville de Dijon, donc de nous exposer
le travail qui a été fait, dont on a déjà parlé beaucoup, autour des climats de Bourgogne et de l'inscription au patrimoine mondial. Et nous avons demandé à les responsables de Rempart et de d'Artagnan de venir nous exposer leur expérience concrète, Rempart pour ce qui est des chantiers, que vous connaissez certainement, et d'Artagnan pour ce qui est ce qu'on appelle, alors je vais faire de l'anglais, du crowdfunding, c'est-à-dire de la participation financière à la préservation du patrimoine. Alors c'est une entreprise qui va certainement nous apporter une expérience intéressante, puisque nous sommes tous bien sûr à chérir le patrimoine, mais que chérir le patrimoine a un coût, et comment financer cet amour du patrimoine, voilà peut-être des pistes de réponses qui nous seront données cet après-midi. Je vous remercie beaucoup d'être présents, de nous écouter, et j'espère que nos expériences communes vous apporteront beaucoup de richesse et beaucoup de réflexions pour l'avenir. Merci à vous. Merci Dominique, merci Juliette. C'est une grande première, je me réjouis d'être ici. C'est une première parce que c'est la première fois que NEMO, le réseau européen des associations de musées, intervient officiellement sur territoire français. Ça fait que depuis 2014 que j'ai l'honneur de présider ce réseau. Mais ça fait 25 ans, 26 ans même cette année que cette organisation existe, et c'est la première fois que nous sommes ici officiellement en France, donc c'est une grande première. Une autre première, c'est la première fois que nous, en tout cas en ce qui me concerne, que je présente NEMO ou que je parle pour NEMO dans ma première langue, dans ma langue maternelle. En général, c'est toujours en anglais, donc je ne boude pas mon plaisir, d'autant que dans mon quotidien, j'utilise assez peu ma langue maternelle. Et puis une autre première, pour rester dans le domaine complètement anecdotique et probablement totalement inintéressant, j'ai pas pu imprimer mon texte, donc je vais le lire sur mon téléphone portable, donc j'espère que ça va marcher, parce que j'ai jamais fait ça encore. Merci donc à ICOM France d'avoir pris l'initiative de cette conférence, et puis merci aussi à ICOM France d'avoir offert à NEMO, donc je le rappelle, le réseau européen des associations de musées, d'être partenaire de cet événement professionnel. Et je dis bien événement, parce qu'à la fin de l'année dernière, on ne savait pas encore comment cette année européenne du patrimoine allait être animée et quel rôle allaient jouer les musées. Avec leur force de frappe en termes de marketing et de médiation, allait-il, c'était une question qu'on se posait il y a quelques années, ou même encore il y a une année, allait-il ces musées faire de l'ombre aux organisations, aux acteurs du patrimoine bâti, qui étaient quand même les initiateurs de l'année européenne du patrimoine et qui ont exprimé un fort besoin de visibilité et de reconnaissance. Ou bien allaient-ils, ces musées, se mettre en retrait, un petit peu à l'ombre des acteurs du patrimoine bâti? Et ce que je constate pour ces premiers mois de l'année, Catherine peut-être le constate également, c'est finalement ni l'un ni l'autre, ou bien les deux, ou en même temps, comme votre président de la République dit tout le temps. Non, disons que c'est toujours que les ICOM France, comme toutes les associations de musées, sont des acteurs à part entière de cette année européenne. Et je m'en réjouis beaucoup. Les musées font partie de ce patrimoine, du secteur du patrimoine européen. ICOM France, donc pour aujourd'hui, et puis NEMO aussi le fait au niveau européen. C'est aussi un acteur de l'année européenne en motivant les acteurs muséaux. Nous, ce qu'on fait surtout au niveau européen, c'est motiver. On les motive à prendre conscience de la dimension européenne de leurs actions. Ce n'est pas toujours le cas lorsqu'on a un peu la tête dans le guidon, mais finalement, quand on parle d'histoire régionale, locale, on parle aussi quasiment toujours d'histoire européenne. On les motive aussi à soigner leur contact avec les autres... leurs contacts internationaux, simplement, au quotidien. Ce n'est pas seulement lors de conférences internationales qu'on peut profiter de l'expérience internationale, on peut le faire aussi au quotidien. On peut appeler, plutôt que d'appeler son collègue du bureau ou du musée d'à côté, on peut appeler aussi ses collègues de Roumanie, de Grèce. J'espère que vous le ferez après cette conférence. Et puis on motive aussi les musées, nos membres, à échanger avec les autres réseaux
et institutions du patrimoine et de la culture, c'est-à-dire pas seulement les réseaux muséaux. Indépendamment, si possible, en tout cas on essaie de le faire durant cette année, indépendamment des structures administratives qui peuvent être, comme en France, qui peuvent freiner les coopérations. La culture n'étant pas dans le même département que la science, les techniques, etc. Il faut qu'on puisse vraiment traverser ces frontières pour collaborer. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire sur des laboratoires durant cette année. Et puis pour ce faire, concrètement, donc nous informons nos membres dans 40 pays du Conseil de l'Europe des opportunités de l'année européenne du patrimoine culturel. Nous participons avec une journée de conférence et puis une soirée de fête aussi au sommet européen du patrimoine culturel qui aura lieu en juin à Berlin. Nous organisons notre conférence annuelle dans la capitale européenne de la culture, à La Valette, au mois de novembre. Vous y êtes toutes et tous invités. Nous délivrons aussi au nom de la Commission européenne le label de l'année européenne du patrimoine culturel aux activités européennes dans le secteur muséal. Ce petit label qu'on n'arrive pas forcément à lire, mais enfin dans le domaine des musées, nous avons la possibilité de le faire. Et puis nous sommes ici, tout simplement. C'est aussi une activité pour l'année européenne du patrimoine culturel avec Sofia Tsilidou de Grèce, avec Dragos Neamou, ce qui s'est caché là, de Roumanie, et puis aussi avec Julia Pagel, notre secrétaire générale. Donc voilà, c'est une grande délégation, en tout cas une importante délégation du bureau de Nemo aujourd'hui. Pour terminer, juste un mot sur ce thème, le thème de cette journée, celui de la participation. Je me réjouis qui, comme France, ait décidé de questionner de manière directe les chances, mais aussi les limites de cet exercice, de cette idée, de cette idéologie même qu'on appelle participation. À l'heure où la définition de la démocratie devient de plus en plus protéiforme en Europe, à l'heure où la démocratie risque même de devenir une sorte de variable, voire une option politique, on n'a jamais autant parlé de participation dans le domaine de la culture. On ne fait que ça. Il faut être conscient que ce thème s'exprime comme une injonction aux autorités publiques du patrimoine, en tout cas dans ce domaine-là, simplement à écouter les citoyens. Comme si nous, professionnels, on avait oublié finalement les communautés que nous servons, et qu'on a oublié que ces communautés sont aussi celles qui financent finalement notre travail, au risque d'utiliser des termes un peu populistes, mais c'est vrai que finalement nos activités sont financées par la population. Et en effet, il y a des problèmes. La gouvernance du patrimoine public manque, pratiquement partout en Europe, manque de transparence. Et manque aussi de débats publics constructifs. Parce que les débats publics, il y en a, dans la presse notamment, mais il faut qu'ils soient aussi constructifs, qu'on puisse en faire quelque chose. Donc un peu plus de transparence, un peu plus de débats constructifs pourrait poser des bases de gouvernance participative, elle-même devenant, pourquoi pas, l'étendard de la démocratie vécue au niveau régional, au niveau local. Une sorte de laboratoire pour repenser la démocratie qui est remise en cause de toutes parts. Donc il faut juste être consciente que ça me semble un peu important pour moi, peut-être aussi parce que j'ai un passeport suisse et puis qu'on parle toujours de démocratie directe, mais derrière la participation dans le domaine de la culture, il y a un problème, celui de lacunes démocratiques dans l'Union européenne. Voilà, de grandes attentes donc, de grandes ambitions, mais c'est en ce sens que je me réjouis des échanges que nous aurons aujourd'hui. Merci de votre attention.